C'est un monde à part. Il y a tellement de possibilités et c'est incroyablement riche en enseignements. Quand j'ai un objectif précis en tête, je traverse des bâtiments et j'ouvre des portes pour créer de nouveaux environnements. C'est une sensation complètement enivrante. Je suis dans mon propre univers et je peux faire ce qu'il me plaît. Je peux voler jusqu'à la Lune et y manger une glace. Tout est possible. J'aime bien changer d'apparence. Par exemple, j'adore me transformer en cheval. Il m'est déjà arrivé de me scier un bras ou de me suicider rien que pour le plaisir, entre guillemets. Généralement, quand je veux prendre mon envol, je sens une très grande énergie à ma disposition, qui me transporte très haut, comme une fusée. Chaque fois que je veux vraiment quelque chose dans mon rêve, ça marche. Parce que c'est ma volonté et mon rêve à moi. Ils sont à la fois les acteurs et les réalisateurs de leurs rêves. Les rêveurs lucides maîtrisent l'art d'intervenir dans le cours de leurs songes pour créer leur propre film. Longtemps relégué au royaume des mythes, le rêve lucide revient aujourd'hui sur le devant de la scène et suscite l'intérêt des sciences. Ne permettrait-il pas d'accéder au centre de l'homme, à sa conscience? Ce regain d'intérêt marque le début d'une nouvelle ère pour les spécialistes du rêve. Quand nous atteignons l'âge de 60 ans, nous avons passé 20 ans à dormir et 5 ans à rêver. Mais pourquoi rêvons-nous? Comment les images et les émotions que nous ressentons intensément se forment-elles dans notre tête? Les rêves ne sont-ils qu'une tentative de notre cerveau pour créer du sens à partir de signaux électriques fortuits? Rêvons-nous pour oublier? Le rêve fait-il intervenir notre inconscient ou notre conscience, ou les deux états en même temps? Sigmund Freud considérait le rêve comme la voie royale qui mène à l'inconscient. Son ouvrage, L'interprétation des rêves, publié en 1899, marque aujourd'hui encore la pensée occidentale. Pour interpréter nos escapades nocturnes, la psychanalyse recourt à un vocabulaire bien à elle. Désirs cryptés, fantasmes tabouisés, vécus mal assimilés et refoulés. Dans cette optique, le rêve serait une fenêtre ouverte sur notre âme? Pas du tout. C'est du moins l'avis d'un grand nombre de chercheurs qui étudient le rêve d'un point de vue neurobiologique. C'est le cas du chercheur américain Alan Hobson, qui s'est entièrement consacré au rêve avant de prendre sa retraite. Toute personne qui a vécu au XXe siècle ou qui vit au début du XXIe siècle est obligatoirement freudienne. Cela fait partie de notre culture. Et si l'on pose la question, le rêve est-il un processus mental inconscient? La plupart d'entre nous répondent par l'affirmative. Or, il s'agit là d'une idée typiquement freudienne. On ne peut pas étudier le contenu des rêves de manière scientifique car c'est de la littérature. En tant que scientifique, je ne veux pas m'occuper de littérature, je cherche juste à comprendre d'où viennent les rêves. Ce n'est sûrement pas des désirs. Des désirs s'expriment dans le rêve, mais ils ne sont pas à son origine. Le rêve résulte de l'activation du cerveau. On ferait donc bien de se demander pourquoi le cerveau est activé. On a longtemps considéré le sommeil comme une phase de repos pendant laquelle le cerveau est pratiquement hors circuit. Jusqu'à ce que des chercheurs de Chicago étudient de plus près le cerveau d'un patient endormi au début des années 50. Eugene Azerinsky et Nathaniel Kleitman font alors une découverte étonnante. Toutes les 90 minutes environ, le cerveau d'un homme endormi tourne à plein régime
et travaille de manière aussi intensive qu'à l'état de veille. Pendant ces phases, les yeux bougent particulièrement vite, d'où l'expression « mouvement oculaire rapide », REM en anglais, désignant un phénomène commun à tous les mammifères. La pression artérielle et le rythme cardiaque augmentent. La respiration se fait plus rapide, alors que le corps reste inanimé et les muscles comme paralysés. Mais on aurait tort de se fier aux apparences. Le cerveau est en ébullition. Lorsque l'on mesure l'activité cérébrale, on a l'impression qu'une véritable tempête se forme. Ces phases du sommeil se caractérisent par des rêves particulièrement fréquents et intenses. La plupart des chercheurs s'accordent aujourd'hui à dire que les rêves ne sont pas un accident évolutionnaire. En revanche, leur raison d'être est loin de faire l'unanimité. Si la recherche s'est d'abord principalement intéressée à la signification des rêves, elle a aujourd'hui tendance à étudier leur fonction. Le spécialiste des rêves, Mark Zolms, originaire d'Afrique du Sud, fait le pont entre les deux. Selon lui, les rêves ne sont pas uniquement une conséquence du sommeil REM, également appelé sommeil paradoxal. Ils reflètent aussi la partie émotionnelle élémentaire de notre personnalité. Si l'on compare un cerveau qui rêve au cerveau d'un sujet éveillé, on constate que les parties émotionnelles, instinctives et primitives, sont plus actives, alors que les régions rationnelles, logiques et orientées vers la réalité sont moins sollicitées. D'autre part, quand une personne rêve, elle ne peut pas raconter ce qui est en train de se passer dans son rêve. Cela fait du rêve un état subjectif sublime et unique en son genre, ce qui donne du fil à retordre à la science. Certaines personnes ont pourtant pleinement conscience de ce dont elles rêvent. On les appelle les rêveurs lucides. Ils dorment et rêvent comme tout le monde, sauf qu'ils ont conscience d'être en train de rêver. Mélanie Schedlich fait partie de ces maîtres du sommeil paradoxal. Cette psychologue, qui étudie elle aussi les rêves lucides sous un angle scientifique, peut, depuis ses 19 ans, choisir le scénario qui lui plaît pour créer son propre film en dormant. Dans mon premier rêve lucide, j'étais à la maison chez mes parents, une situation un peu plus banale. J'ai soudain pris conscience que je rêvais. Je n'ai pas trouvé cela bizarre, je l'ai juste constaté. J'ai ensuite trouvé que c'était un rêve ennuyeux. Il y avait juste ma mère et ma sœur, rien de très palpitant. Je me suis donc dit que j'allais fermer la porte et quand je l'ouvrirais, je verrais Johnny Depp. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai ouvert la porte, Johnny Depp était là. C'était vraiment incroyable, il avait l'air plus vrai que nature. J'étais dans un tel état d'excitation que je me suis réveillée juste après. Lorsque les rêveurs lucides naviguent sur les océans de leurs rêves, ce sont eux qui tiennent la barre. C'est pourquoi on les appelle aussi les onironautes, du grec oneiros, qui signifie rêve, et de notes, qui veut dire navigateur. On peut apprendre à faire des rêves lucides à condition de recourir à des techniques spéciales, de s'exercer beaucoup et de faire preuve d'une grande patience. Les personnes qui maîtrisent cet art s'en servent essentiellement pour vivre de belles expériences. Voler dans les airs et faire l'amour, c'est assez simple quand on devient un rêveur lucide. Je peux en témoigner. Ma plus belle expérience, c'est quand je me suis mise à voler dans l'espace. Au départ, je voulais aller sur la Lune, mais je me suis retrouvée dans l'espace et c'était une sensation très agréable. Je perçois tout comme si j'étais réveillée, sauf que je sais que je suis allongée dans mon lit et que je dors. Je trouve ce phénomène totalement captivant. On est dans son lit, coupé de toutes les influences sensorielles, tout en étant comme éveillé. Quand on vit cette expérience de manière consciente et qu'on peut partir en exploration à l'intérieur même de son rêve, c'est tout simplement génial. Je te rappelle l'exercice, Gérald. Dès que tu remarques que tu rêves, que tu es lucide, tu nous fais un signal avec tes yeux.
Tu regardes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dès que tu as fini, tu commences l'exercice. C'est-à-dire que tu fermes ton poing gauche. Tu répètes ce geste 10 fois en alternant le plus longtemps possible, tant que tu peux et que tu veux. Les capacités extraordinaires des rêveurs lucides profitent à la recherche neuroscientifique sur les rêves. Dans le cadre d'un projet de recherche de grande envergure mené en coopération avec l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin, des chercheurs de l'Institut Max Planck veulent rendre visible ce que le patient vit dans son rêve. Ce projet suppose de recourir à des méthodes d'examen comme l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'enregistreur de rêve va-t-il bientôt devenir réalité? Les machines vont-elles réussir à nous arracher nos secrets nocturnes? Il y a encore un long chemin à parcourir d'ici là, mais les rêveurs lucides pourraient apporter une contribution décisive à la science. Eux seuls peuvent surmonter les obstacles qui vouaient à l'échec toute tentative visant à étudier les contenus des rêves. La recherche sur les rêves se voit confrontée à deux grands problèmes. Le premier est que les rêves se suivent et ne se ressemblent pas. Or, dans le domaine de la recherche, on aime bien examiner un seul et même phénomène plusieurs fois en suivant la même procédure. Le deuxième grand problème est que nous ne disposons d'aucun repère chronologique pour situer dans le temps ce qui se passe pendant le sommeil. Si bien que même si un rêveur décrit avec une grande précision ce dont il a rêvé, nous ne pouvons déterminer ni le début ni la fin de son rêve. Les rêveurs lucides nous permettent de venir à bout des deux problèmes à la fois, puisque nous pouvons convenir avec eux du contenu de leur rêve avant qu'ils s'endorment. Le deuxième avantage, c'est que les rêveurs lucides peuvent indiquer, en bougeant les yeux pendant leur rêve, le moment où ils commencent l'exercice et le moment où ils le terminent. Tout va bien de ton côté? Rien à signaler. Très bien. Je te souhaite une bonne nuit. À tout à l'heure. C'est à l'université californienne de Stanford que la recherche sur les rêves lucides a vu le jour. À la fin des années 70, un jeune étudiant en thèse réussit à démontrer l'existence des rêves lucides de manière empirique. Stephen LaBerge fait jusqu'à aujourd'hui figure d'expert incontesté de la recherche sur les rêves lucides dans le monde entier. Votre cerveau concentre toute votre expérience du monde. L'enthousiasme que LaBerge manifeste pour le rêve lucide va de pair avec son intérêt pour le cerveau humain et ses différents états de conscience. Les rêves lucides sont des rêves pendant lesquels on sait que l'on rêve. Cette définition a le mérite de mettre en valeur le fait qu'il s'agit d'une conscience réflexive. C'est un rêve lucide particulièrement impressionnant qui a déterminé la voie du chercheur pour toute sa vie. J'ai rêvé que je faisais l'ascension du K2, la deuxième montagne la plus haute de l'Himalaya. Je portais une chemise à manches courtes et un short, une tenue adaptée à la Californie où j'étais allongé dans mon lit, mais pas au congère du K2. Je me suis soudain demandé « Qu'est-ce que je fais là ?» Et j'ai compris que je rêvais. Alors je me suis envolé. Cette sensation excitante m'a incité à me pencher sur la question « Comment un tel état est-il possible ?» À l'époque, l'ambition de LaBerge s'est heurtée à une résistance massive. Pour beaucoup de ses confrères, un état de conscience pendant le sommeil était chose inconcevable à l'époque, et la recherche sur le rêve ne jouissait pas d'une grande popularité. Faute de patients appropriés, LaBerge perfectionne sa pratique du rêve lucide, développe des méthodes d'apprentissage et continue résolument d'explorer ce domaine avec une bonne longueur d'avance sur son temps. Dès le début des recherches, j'ai préconisé d'utiliser le rêve lucide comme nouveau paradigme pour explorer l'univers du rêve.
Le rêve lucide est le point de rencontre entre l'inconscient, ce dont ressort essentiellement la production de rêves, et l'esprit conscient, qui nous dit ce qu'il s'y passe. Comment peut-on exploiter au mieux cette rencontre? Stanford, plus de 30 ans plus tard. LaBerge intervient dans le cours de William Demant, un spécialiste du sommeil de renommée mondiale qui a participé à la découverte du sommeil paradoxal. LaBerge avait William Demant comme professeur lorsque ce dernier a fait une découverte capitale pour la recherche sur le rêve et pour les travaux de LaBerge. William Demant a observé un patient endormi dans son laboratoire dont les globes oculaires roulaient régulièrement d'un côté à l'autre. Quand le patient lui a ensuite raconté qu'il avait assisté dans son rêve à une partie de ping-pong, Demant a compris qu'il existait un lien direct entre l'orientation du regard dans le rêve et le mouvement réel des yeux. Après cette découverte, je me suis dit que je pouvais tenter l'expérience en faisant un signe convenu d'avance avec les yeux dès que je deviendrais lucide dans un rêve. En laboratoire, les mouvements de mes yeux et toutes les autres mesures physiologiques indiqueraient que je suis au stade où je sais que je rêve. Et c'est bien ce qui s'est passé dans les faits. C'était la première fois que quelqu'un envoyait des informations depuis le pays des rêves. Pourtant, l'expérience de LaBerge n'a rencontré que peu de succès. La demande de publication de ces résultats dans une revue scientifique est rejetée. Aujourd'hui, ce mouvement des yeux sert d'étape incontournable à toute expérimentation sur les rêves lucides. Bonjour, il est 3 heures du matin, l'heure de se lever. À l'Institut Max Planck, la phase décisive de l'expérience commence, grâce à l'idée géniale de LaBerge. Nos patients, tous des rêveurs lucides, ont passé la première moitié de la nuit dans leur lit sans monitoring. Car la première partie de la nuit se caractérise par du sommeil profond et très peu de sommeil paradoxal, alors que c'est justement celui-là qui nous intéresse. Au bout de 3-4 heures, nous les avons réveillés et nous leur avons mis un électroencéphalogramme avant de les faire entrer dans le scanner. Là, ils devaient faire un exercice simple, effectuer un mouvement des yeux lorsqu'ils commençaient à rêver et enchaîner avec des exercices très simples consistant à bouger la main droite et la main gauche. En plus de la mesure classique de l'activité cérébrale, à l'aide de l'électroencéphalographe, les chercheurs de l'Institut recourent à la tomographie à résonance magnétique fonctionnelle et à l'imagerie spectroscopique proche infrarouge. Ces techniques permettent de montrer en détail ce qui se produit dans le cerveau du rêveur. L'environnement dans lequel le patient est examiné est tout sauf confortable et onirique. Il peut à peine bouger sur le support dur comme la pierre, et trouver le sommeil dans le tube brillant du scanner relève du défi. Seuls quelques rêveurs lucides endurcis peuvent être pris comme sujet d'expérimentation. Les chercheurs n'ont maintenant plus qu'à attendre. Attendre le moment où le patient atteint le stade du sommeil paradoxal. Attendre le signe des yeux signifiant « Je suis entré dans le rêve lucide et je vais exécuter les mouvements dont nous avons convenu ». Les spécialistes peuvent suivre les événements en temps réel. Sur cet écran, nous voyons le cerveau du patient en train de travailler. On voit 2 régions colorées ici. Il s'agit du cortex moteur, qui est responsable de l'exécution des mouvements. On voit bien ici un point sur l'image, et on constate que l'activité et la clarté de ce point sont élevées au début, puis diminuent très fortement quand le sujet se met à bouger la main gauche. Dès qu'il bouge la main droite, l'activité diminue aussi de l'autre côté du cortex moteur. Sur l'image de gauche, la main est fermée à l'état de veille. À droite, le patient rêve qu'il la ferme dans le sommeil paradoxal. Le résultat a de quoi surprendre. Ce sont exactement les mêmes régions du cerveau qui sont sollicitées.
Avec cette expérience, nous voulions montrer qu'il est en principe possible de représenter le contenu de rêve grâce à l'association de techniques et de procédés générant des images. Les résultats de l'étude ne sont que provisoires. Trop peu de sujets ont réussi à faire des rêves lucides dans le scanner. Cette expérience a tout de même eu le mérite de faciliter l'accès au royaume mystérieux des rêves. Avide d'appréhender le monde autrement et sujet de recherche scientifique, Gerald Kuske est un rêveur lucide passionné de longue date. Je me défoule un peu dans mes rêves lucides, sans jamais rien faire de mal. J'aime bien traverser les murs, casser des objets. C'est ennuyeux. Que faire? Plus dramatique. J'aime bien aussi me servir de mes rêves pour faire de la musique. Mais il s'agit plus de travail, et je n'en ai pas forcément envie à chaque fois que je rêve. Gerald Kuske est musicien et compositeur. Des cloches? Ça fait trop mariage, c'est nul. Il manque quelque chose. Son activité de compositeur lui réussit particulièrement dans ses rêves. Je pense être un musicien moyen. J'ai remarqué que les idées que je trouve dans mes rêves lucides ne me viennent pas en journée. J'ai aussi constaté qu'elles ont une qualité que je ne peux pas atteindre autrement. Les rêves lucides m'ont donc rendu de bons services en me donnant de l'inspiration. Gerald Kuske a composé dans un rêve lucide une grande partie de la chanson avec laquelle il a rencontré le plus de succès. Dans ses rêves, il utilise une méthode établie à l'avance. Un scénario qui fonctionne toujours très bien pour moi, c'est de chercher ma radio. J'ai un petit poste de radio dans ma cuisine que je cherche toujours dans mes rêves lucides. Je dois le chercher car il se trouve généralement caché derrière quelque chose. Une fois que je l'ai trouvé, je l'allume et il ne me reste plus qu'à sélectionner la station qui me convient. Dès que j'ai trouvé une chanson qui me plaît, j'essaie de la retenir en l'écoutant attentivement pendant un moment. Pas trop longtemps non plus, car si je m'attarde, je perds la fréquence et la chanson part dans une toute autre direction. Dans ce cas, l'idée m'échappe. Même si c'est une belle chanson que j'aimerais écouter plus longuement, je dois prendre sur moi et me réveiller. Quand je sors de mon rêve, j'ai encore la chanson en tête et je fais tout pour la retenir. Oh Cinderella, dropping up and all was so fine. Oh Cinderella, oh Cinderella, all was so fine. Gerald Kuske doit son inspiration nocturne à un saut de conscience qui se produit sous l'effet de l'excitation et qui s'accompagne d'une modification neuronale dans le cerveau. Les chercheurs de l'Institut Max Planck disposent des connaissances et des moyens nécessaires pour le prouver. L'activité que l'on remarque ici dans ce qu'on appelle le précuneus est particulièrement intéressante. Cette région du cerveau est toujours active à l'état de veille quand nous pensons à nous-mêmes. L'activité que l'on remarque dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal dorsolatéral mérite elle aussi notre attention. Cette partie du cerveau est sollicitée à l'état de veille chaque fois que nous exécutons des tâches cognitives complexes. Dans le sommeil paradoxal et dans un rêve normal, ces deux régions ne représentent pratiquement aucune activité. Or, nous voyons ici, dans le rêve lucide, que ces zones du cerveau sont réactivées et tout autant sollicitées qu'à l'état de veille. Même provisoires, les résultats de cette étude n'en sont pas moins spectaculaires. Ils condamnent définitivement toute tentative de reléguer le phénomène du rêve lucide au royaume des chimères. Ces découvertes ouvrent aussi de nouvelles perspectives dans le domaine de la recherche sur le rêve.
Même Alan Hobson, qui aime bien travailler dans sa résidence secondaire sicilienne, a été amené à aborder la question sous un angle différent. À une certaine époque, il voulait réduire le rêve à une tempête nerveuse arbitraire dans un cerveau en plein travail. L'attaque d'apoplexie qu'il a subie a poussé le chercheur de Harvard à réviser sa théorie initiale. Il y a 10 ans de cela, j'étais un rêveur très actif, mais mon attaque d'apoplexie a bridé ma capacité à rêver. Je l'ai bien remarqué parce que je prêtais attention aux moindres détails à ce moment-là. J'ai ensuite constaté que mes rêves étaient revenus le jour même où j'ai recommencé à marcher. J'en ai tiré la conclusion que la production de rêves est liée au mouvement et à la motricité. Les rêves sont toujours animés. Le rêveur ne reste jamais assis et immobile dans son rêve. Il marche, il court, il se perd dans la ville, il erre dans tous les sens. 99% des rêves sont en mouvement. Et c'est un élément important. Depuis cette découverte, Hobson a acquis une certitude. Le rêve joue un rôle fondamental pour le développement, la maturation et la préservation de la conscience. Il nous aide à nous orienter dans le monde. J'ai commencé à examiner sérieusement l'hypothèse selon laquelle il existe deux états de conscience distincts, l'état de veille et le rêve. J'ai aussi considéré que ces deux états jouaient un rôle important l'un pour l'autre. Le rêve ne sert pas à déguiser des désirs, mais à préparer l'esprit à l'état de veille qui va suivre. Je me suis dit que le rêve était une proto-conscience. Proto revêtant trois significations. Condition préalable à, antérieure à et sous-jacent. C'est un concept important, car il implique que le rêve doit se produire en premier. Préparons-nous dans notre sommeil ce dont nous avons besoin pour vivre le jour. Le rêve s'apparente-t-il à un terrain d'entraînement, à un environnement artificiel qui nous permet d'aiguiser notre conscience à l'état de veille? Mark Zolms est aussi convaincu de la fonction élémentaire du rêve. Ce spécialiste de l'Institut Freud de Francfort ne rêve que d'une chose, réhabiliter les théories du psychiatre viennois et les concilier avec les avancées des neurosciences modernes. Quand on observe le cerveau en train de rêver avec un PET scan, on s'aperçoit que la zone du cerveau montrant une motivation forte et instinctive tourne à plein régime, alors que la partie qui nous contrôle, qui nous restreint habituellement, ne travaille pas. L'esprit est donc dans un état de grande excitation qui incite à l'action et qui ne rencontre aucun frein ni limite. Avec un cerveau dans cet état, on s'attendrait à voir une personne très active, extrêmement motivée, pleine d'énergie. Mais il n'en est rien. La personne en question dort. On doit donc se demander comment un tel cerveau peut-il dormir ? Le fondateur de la neuropsychanalyse observe les deux parties à l'œuvre dans le rêve, les profondeurs de l'être humain et les mécanismes du cerveau. Mark Zolms considère que le rêve en dit long sur notre personnalité émotionnelle, sans exclure pour autant l'hypothèse selon laquelle le rêve remplit une fonction physiologique importante. Je pense que cette activité, qui relève de l'imagination, sert à nous maintenir à l'état de sommeil. Nous ne faisons que nous imaginer ce qui se passe. C'est une activité hallucinatoire. Je crois qu'il s'agit là de la fonction biologique des rêves. Ils nous permettent de continuer à dormir. Le rêve nous permettrait-il de décrocher la nuit pour être mieux armés le matin ? L'état de rêve serait-il la forme primaire de la conscience? Ou bien une sorte de convertisseur qui ferait de nos émotions et de nos pulsions instinctives des hallucinations pour que nous puissions dormir en paix? Freud avait-il raison lorsqu'il affirmait que le rêve est le gardien de notre sommeil?
Les découvertes les plus récentes dans le domaine des neurosciences font avancer la recherche sur les rêves et la conscience. Des spécialistes du monde entier se sont réunis en congrès à l'Université de Berne pour échanger leurs idées. Les organisateurs ont baptisé cette rencontre « la connexion du rêve ». Une appellation bien trouvée car les rêves sont des points de jonction qui permettent de relier des domaines divers et variés, y compris à l'intérieur des sciences. Le rêve lucide est un des thèmes centraux du congrès. Jennifer Vint vient justement de démontrer dans son mémoire de thèse comment l'existence avérée d'une conscience éveillée pendant le sommeil met la philosophie de la conscience dans l'embarras. Le rêve lucide ne peut que susciter l'intérêt des philosophes, parce qu'il montre qu'on peut très bien avoir un soi pensant et un soi réflexif à l'intérieur d'un rêve. Or, c'est une éventualité que beaucoup de philosophes ont rejetée de manière catégorique. Sartre, par exemple, pensait qu'il est tout à fait impossible de s'apercevoir que l'on est en train de rêver. Il était convaincu qu'on ne pouvait le remarquer qu'au moment du réveil, parce que cette prise de conscience ne pouvait, selon lui, intervenir qu'en dehors du rêve. Il semblerait que la recherche empirique sur les rêves lucides démontre exactement le contraire. Cette nouvelle conception du rêve a des répercussions importantes sur la compréhension que nous avons de nous-mêmes en tant que sujet pensant, en tant que soi. Sommes-nous aussi nous-mêmes dans nos rêves ? Le soi du rêve peut prendre des formes diverses et variées. Il peut être un soi observateur, mais le plus souvent, ce sera un soi rêvé qui interagit avec d'autres personnages et qui participe donc activement au déroulement du rêve. Il semblerait que la présence d'un sujet est inhérente au rêve. L'expérience du rêve est toujours centrée sur un sujet qui vit une expérience. Il m'arrive souvent d'imaginer pendant la nuit tous les événements du quotidien, comme le fait d'être assis, en habit au coin de la cheminée, alors que je suis en fait déshabillée et allongée dans mon lit. L'approche la plus connue du rêve dans l'histoire de la philosophie est le scepticisme dont Descartes fait preuve envers le rêve ou le monde extérieur. Comment pouvons-nous avoir la certitude que nous sommes éveillés et que nous ne rêvons pas ? Comment pouvons-nous être sûrs que le monde extérieur existe vraiment indépendamment de la perception que nous en avons ? Avec les rêves lucides, ces questions se retrouvent de nouveau d'actualité. Le rêve n'est-il qu'une copie hors ligne de la réalité vécue ? À moins que la réalité ne soit qu'une projection, comme le rêve ? Il y a un point commun entre le rêve et l'état de veille. Dans les deux cas, nous échafaudons une représentation du monde. Dès que notre cerveau est activé, et même quand nous sommes coupés de stimuli sensoriels, il cherche à comprendre ce qui se passe. Et pour cela, il simule la réalité. J'irais même jusqu'à dire que ce que nous vivons et percevons en ce moment, en étant éveillés, est aussi une simulation de la réalité. Mais cette simulation est étroitement liée aux stimuli sensoriels et aux énergies du monde physique qui nous entoure. Pour les rêveurs lucides expérimentés, cette conception va de soi. Pour avoir l'assurance de faire un rêve lucide, ils doivent en effet recourir à un contrôle de réalité qui devient une sorte d'automatisme. Ce test leur permet de former et d'examiner de manière critique leur perception en se posant plusieurs fois par jour la question « Est-ce que je rêve ou est-ce que je suis réveillé ?» Certains disent qu'ils savent qu'ils sont réveillés au moment où ils me parlent. Ils le savent, mais est-ce qu'ils le savent aussi dans leurs rêves ? Les contrôles de réalité varient en fonction des rêveurs. Le plus fiable pour moi consiste à me pincer le nez tout en essayant de respirer par le nez.
Si ça ne marche pas, il y a de grandes chances pour que je ne rêve pas. Si on se pince le nez dans un rêve, la respiration du corps réel en train de dormir se poursuit. On se sent donc respirer alors que le nez est apparemment bouché. On prend donc conscience du fait que l'on est en train de rêver. Imaginons que je veuille pouvoir dire avec certitude si je rêve ou pas. Je regarde par exemple ce livre, L'exploration du monde des rêves lucides. Puis je détourne le regard et je regarde encore une fois le titre. Si rien n'a changé et que je vois toujours l'exploration du monde des rêves lucides, même après avoir répété l'expérience 3 fois, j'ai alors la quasi-certitude que je ne rêve pas. Nos études montrent que dans un rêve, dans 99% des cas, le titre change. Si j'avais par exemple lu Investigation philosophique de Wittgenstein, j'aurais pu dire « Ah, c'est un rêve ». Certains rêveurs lucides trouvent ces astuces ou exercices superflus. Ils se contentent de laisser les rêves lucides venir à eux. C'est le cas de Line Salvesen, une jeune femme de 31 ans originaire d'Oslo. Elle peut avoir jusqu'à 6 rêves lucides par nuit sans jamais intervenir. Généralement, je ne suis pas vraiment lucide au début du rêve, mais mon degré de conscience augmente quand le rêve devient plus animé. La plupart du temps, je ne manipule pas ou je ne change pas mes rêves. Je ne le fais que lorsque cela fait sens, ou que cela me paraît naturel, ou bien quand je n'aime pas ce rêve. Je peux changer à peu près tout ce que je veux, mais je ne pense pas qu'il soit possible de contrôler l'intégralité d'un rêve. Il y a toujours des parties du rêve qui se développent d'elles-mêmes. Line Salvesen a fait son premier rêve lucide dans sa tendre enfance. Il est pour ainsi dire né d'une situation de détresse, puisque la petite fille qu'elle était alors tentait désespérément d'échapper à un rêve. J'ai fait mes premiers rêves lucides à 3 ans. J'avais des cauchemars récurrents qui me faisaient vraiment peur et qui m'ont amené à comprendre qu'ils n'étaient pas réels, que je ne faisais que rêver. Je me suis alors réveillée de moi-même. Mais ce n'est que plus tard, l'année de mes 6 ans, que j'ai compris que l'on peut changer le cours des rêves et que l'on peut faire plus que simplement se réveiller. Surmonter ces cauchemars est une application concrète du rêve lucide. Des psychologues ont développé des thérapies reposant sur le rêve lucide pour atteindre cet objectif. La prise de conscience que la menace n'est pas réelle permet de réécrire littéralement le scénario du cauchemar pour lui faire prendre une autre direction et ainsi le surmonter. J'aime mes rêves lucides, car ils me sont très utiles dans la vie. Ils ont un effet positif sur ma santé mentale et ils nourrissent ma créativité, même si je ne fais pas appel à elle dans le cadre de mon travail. Dans mes rêves, je joue avec mon imagination. Présage de mort, scénario catastrophe, vision apocalyptique, le réalisateur italien Federico Fellini était lui aussi un rêveur lucide passionné par le travail nocturne, comme il aimait à appeler le rêve. Ses rêves esquissés sur 400 pages, qu'il était le seul à contempler de son vivant, se trouvent réunis dans « Le livre de mes rêves ». Un fond inépuisable d'images surréalistes, sombres pour la plupart, mais également un catalogue de la féminité débordante. Des images fantasmées qui ont pris forme dans le cadre de ses films. Que ce soit dans le domaine de l'art, de la musique ou même de la science, beaucoup de grandes idées naissent de fantasmes nocturnes.
C'est un potentiel de créativité dont je ne dispose pas en dehors de mes rêves. Pendant la journée, je dois travailler des heures pour arriver à un résultat. Quand je compose éveillé, la rigueur s'impose, alors que dans le rêve lucide, tout est donné d'avance et tout concorde. Je trouve fantastique de pouvoir tirer de mes rêves lucides quelque chose d'utile dans le monde réel. Les rêves lucides ne profitent pas seulement aux musiciens. Ils aident aussi les sportifs à améliorer leur performance. Quand un sportif qui a perfectionné sa technique pendant ses rêves lucides commence à remporter des médailles d'or, l'apport du rêve devient évident. Daniel Erlacher est un pionnier dans le domaine encore jeune de la recherche sur le lien qui unit sport et rêve. Ce psychologue et spécialiste du sport a fait un stage auprès de Steven LaBerge pendant ses études avant de mener ses propres enquêtes sur l'application du rêve lucide en vue de développer les capacités motrices. Les dernières études menées par les chercheurs de l'Institut Max Planck ont appuyé ses résultats et ses thèses. Je trouve fantastique que l'on puisse montrer que lorsqu'on bouge dans un rêve lucide, le cerveau présente des activités similaires à celles en état de veille. Cela se répercute donc à un moment ou à un autre sur notre vie éveillée. C'est une hypothèse assez solide. Lors d'une expérience consistant à lancer des pièces dans une tasse, le chercheur a pu comparer 4 groupes de sujets. Certains se sont entraînés à lancer les pièces à l'état de veille, d'autres ont fait l'exercice mentalement, d'autres encore l'ont fait dans leur rêve lucide, et le dernier groupe ne l'a pas fait du tout. Le résultat de cette expérience a validé son hypothèse initiale. La question à laquelle je voulais répondre était la suivante. Peut-on prouver que l'on apprend vraiment lorsque l'on s'entraîne dans un rêve lucide? L'expérience a démontré que l'entraînement au cours du rêve lucide a eu un effet positif sur la performance. Je me réveille sur une plage, je vois du sable et de l'eau, et puis j'ai comme un déclic. Je veux qu'il y ait une porte, et une porte fait son apparition. J'entre dans la pièce qui est plongée dans le noir. J'appuie sur l'interrupteur, mais rien ne se passe. Alors je ressors de la pièce, et je me dis qu'en rouvrant la porte, la lumière sera allumée et la barre fixe sera montée. Et quand j'ouvre de nouveau la porte, tout est prêt. La pièce est exactement comme je me l'étais imaginé. Je peux commencer à m'entraîner. Pour Mark Edmondchek, rêveur lucide depuis sa tendre enfance, le sport mental nocturne fait depuis longtemps partie intégrante de son entraînement quotidien. Comme les autres rêveurs lucides qui utilisent le sommeil paradoxal à des fins pratiques, il utilise des scénarios clairement définis à l'avance. Dans le monde du rêve, je peux agir seul, ou bien je peux faire intervenir mon ami Kenji. Je lui fais faire des exercices à ma place. Quand Kenji agit pour moi dans mon rêve, il m'indique par un signal quand il a parfaitement réussi l'exercice. À ce moment-là, il dit « Hep !» Alors je repère sa position et sa posture avant qu'il ne lâche prise. Comme c'est lui le professionnel, il me dit indirectement ce qu'il faut faire. Mark Edmondchek a ainsi pu améliorer certains enchaînements de mouvements dans ses entraînements rêvés. Il s'agit le plus souvent des moments critiques où le risque de se blesser est le plus grand, où une fraction de seconde et un millimètre suffisent à faire la différence. On ne peut rien apprendre de nouveau. Je ne peux pas apprendre l'anglais dans mon rêve lucide si je n'ai jamais ouvert un livre d'anglais. Mais si j'ai déjà fait une expérience dans le monde réel, je peux la reproduire à l'infini dans mon rêve. Ce que je connais déjà, je peux le travailler, sans problème. Tu dois enchaîner les mouvements le plus rapidement possible et en faisant le moins de fautes possible. Comme ça. Tadas Stumbries prépare une thèse sur le rêve lucide sous la direction de Daniel Erlacher.
il mène en ce moment une étude qui reproduit dans le cadre contrôlé d'un laboratoire l'expérience du lancer de pièces d'Erlacher. Il a mis un autre exercice moteur au centre de son expérimentation. Il a montré au sujet de l'expérience une combinaison de touches qu'ils doivent reproduire dans leurs rêves lucides. Contrairement à l'expérience menée par les spécialistes de l'Institut Max Planck, ces seuls moyens de contrôle sont un électroencéphalographe qui permet de repérer l'entrée dans le sommeil paradoxal et le signal oculaire qui indique le début du rêve lucide. Dernière vérification avant de laisser le patient s'endormir. Ok, regarde à gauche. Bien, maintenant à droite. Encore une fois, gauche, droite. Est-ce que tu peux grincer des dents à présent? Les spécialistes des rêves lucides ont beaucoup de mal à trouver des rêveurs lucides expérimentés pour les étudier en laboratoire, ce qui freine l'avancée des recherches. Près de la moitié d'entre nous a déjà fait un rêve lucide dans sa vie. Mais si l'on s'intéresse aux personnes qui font régulièrement des rêves lucides, ce pourcentage chute brutalement. Et si l'on cherche en plus des personnes qui font plusieurs rêves lucides par semaine, le nombre se réduit à quelques pourcents. C'est un vrai problème. Un peu plus tard dans la nuit, le patient a atteint la phase de sommeil paradoxal. Nous pouvons voir ici que la tension musculaire est très faible. Ce relâchement des muscles provoque une sorte de paralysie du corps. Pour l'instant, son rêve est tout à fait normal. Il découvre un mot qui va lui permettre de faire un contrôle de réalité. Le mot a changé. Le sujet d'expérimentation, c'est désormais qu'il rêve. Comme prévu, il bouge les yeux pour donner le signal. L'exercice peut commencer. La recherche sur le rêve est un peu l'enfant oublié de la science. Très peu de chercheurs étudient les rêves lucides. La raison m'échappe. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce n'est pas un sujet d'étude plus répandu. Il revêt une telle importance. Pas seulement pour la recherche sur le rêve, mais d'une manière générale. Pour la recherche sur la conscience, pour comprendre comment notre esprit fonctionne. Les résultats de l'étude menée par Tadas Stumbris, qui compte bien entendu au nombre des rêveurs lucides passionnés, ne sont pas encore connus. L'expérience est encore en cours. Retour au congrès de Berne. Le scepticisme réciproque, qui a longtemps opposé les neurosciences à la théorie et la pratique psychanalytique, disparaît sous l'effet d'une curiosité mutuelle croissante. Depuis longtemps, Perrine Ruby s'engage corps et âme pour un rapprochement des deux camps. Pour cette spécialiste des neurosciences, l'exploration du cerveau sans prise en compte de l'être humain dans son intégralité ne peut que mener à une impasse sur le long terme. Je pense que les époques sont un peu structurées par leur niveau technique. Et là, on est dans cette phase-là, effectivement, où il y a eu un très grand engouement pour la neuroimagerie. Donc, tout le monde regarde ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on fait telle ou telle chose. Et c'est ça qui se vend très bien. C'est regarder des images du cerveau quand on fait ça. Et effectivement, on a quitté la notion de signification beaucoup. Mais c'est peut-être pour mieux y revenir. Et évidemment, qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de comprendre la structure du rêve et en quoi il a une importance dans la vie psychique du sujet. Parce que je suis vraiment convaincue que c'est le cas.
C'est très simple. Notre esprit est le seul dans la nature à présenter deux aspects. L'un est subjectif, il s'agit d'un moi faisant l'expérience du monde. La psychanalyse se consacre à son étude. Les neurosciences, elles, se penchent sur le deuxième aspect de l'esprit. Elles s'intéressent au cerveau en tant qu'organe. Les sciences permettent d'examiner le cerveau avec une précision et un contrôle beaucoup plus grands que l'étude de ce que vit et expérimente un sujet. Nous avons donc également besoin de cette approche. Nous devons prendre en compte la part objective et la part subjective de l'esprit si jamais nous voulons le comprendre un jour. La route est encore longue avant de lever les mystères qui entourent le travail nocturne de notre esprit. Mais le rêve lucide pourrait transformer la voie royale vers l'inconscient de Freud en une autoroute menant à la conscience humaine. La science est un domaine conservateur. C'est la raison pour laquelle le rêve lucide n'a d'abord pas été pris au sérieux. Il a même été complètement discrédité. Il s'est heurté aux objections. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Comment peut-on être conscient quand on dort ? Je crois que le sommeil paradoxal met à notre disposition tout le spectre des capacités cognitives que l'on peut avoir à l'état éveillé. On peut être aussi éveillé dans un rêve que dans la réalité perçue avec nos sens.